Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Dehaye, j'ai 48 ans et je suis PLP2 Lettres Histoire depuis 1993. Titulaire d'un DEA en sciences de l'éducation, je suis par ailleurs formateur depuis une vingtaine d'années. Je vous présente ici mon mémoire de CAFA obtenu en mai 2018. Si vous voulez bien me suivre, c'est parti. Il s'agit, dans ce mémoire professionnel, de comprendre pourquoi Sylvain, notre professeur source, est malmené par ses élèves de bac professionnel et, à travers l'exploitation de nos données, ainsi qu'à la lumière de quelques références théoriques, tenter de voir ce qui serait à même de corriger une posture professionnelle inconfortable. Pour mener à bien cette étude, j'ai opté pour une méthodologie qualitative. En aucun cas, le témoignage d'un enseignant, quand bien même il eût été recueilli avec sérieux, ne peut être représentatif d'un corps ou d'une fonction. Par contre, il permet de dégager des pistes de réflexion qu'il s'agit d'élaborer. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? À quel niveau tu t'es arrêté? À quel moment tu as passé ton concours, etc. J'ai fait quoi? J'ai fait une liste, un bac techno, hôtellerie, restauration. Après ça, je savais pas quoi faire. Je suis parti en sociaux et j'ai fait un an. Ça s'est bien passé, mais je savais pas quoi faire avec. Je suis parti en histoire, ça me plaisait bien. Les courriels de Sylvain nous paraissent être un matériau particulièrement intéressant à exploiter, essentiellement parce qu'ils ne nous sont pas tous directement adressés, ce qui, contrairement à l'entretien semi-directif, crédibilise bien davantage le discours. Il y a tout simplement moins de filtres, la parole n'y est pas contrainte et conséquemment plus libre. J'ai aussi élaboré 2 questionnaires pour recueillir les représentations du métier, du professeur d'une part et de ses élèves d'autre part, comme en miroir. Le principe de ces questionnaires est assez simple. Chaque individu, prof ou élève, coche parmi 4 propositions celle qui lui paraît la plus importante. Au final, le recueil des données permet d'avoir un aperçu des priorités des uns et des autres que l'on peut reporter en pourcentage sur le triangle de Houssaye. Michel, Célestin, Bernard, mais aussi Philippe, Daniel, Bruno, mais encore Catherine, Elisabeth, Jean-Yves ou Aziz. Si j'ose les prénommer, ce n'est pas par manque de respect. Au contraire, c'est qu'ils font partie en quelque sorte de mon arbre généalogique pédagogique. Ils sont mes guides ou encore mes éclaireurs. Figure tutélaire et emblématique, je me permets, en toute modestie, d'éclairer ce mémoire professionnel aux lumières de Montaigne et Comenius. Montaigne, parce que ses écrits lumineux n'ont pas pris une ride et que ses préceptes sont toujours d'actualité. Et Comenius, parce qu'il est admis qu'il est, ni plus ni moins, le père de la pédagogie moderne. Célestin Freinet. Je ne vois pas comment je pourrais parler de pédagogie de projet sans m'y référer. Cependant, il y a un écueil qu'il ne faut pas minimiser, notamment pour les élèves les plus rétifs à l'enseignement. Qui dit projet, dit projection. Or, s'il y a bien une difficulté majeure pour eux, c'est bien celle de se projeter dans un avenir, si ce n'est peu enviable, encore très incertain. J'aurais pu aussi évoquer Philippe Mérieux ou Michel Develay, mais pour ce travail, c'est surtout Bernard Charlot et Philippe Peronou que j'invoque pour éclairer ma problématique. Bernard Charlot et son successeur, Aziz Djellab, pour leur lecture en positif des problématiques posées par les élèves de lycée professionnel. Philippe Peronou, parce qu'il occupe une place centrale dans la réflexion sur la professionnalisation des enseignants. Bruno Robès a dirigé un ouvrage passionnant sur l'autorité éducative dans lequel il cite parmi d'autres figures incontournables le pédopsychiatre Daniel Marcelli. Un ouvrage où l'on comprend que parvenir à asseoir une autorité éducative requiert des qualités s'apparentant fort à celles d'un équilibriste ou d'un funambule. Il s'agit de doser intelligemment ces 3 composantes, mais plus que tout, il faut saisir que l'autorité est davantage une affaire d'autorisation, responsabilisation, que d'interdiction. Des raisons objectives suffisent à déresponsabiliser Sylvain qui, avouons-le, cumule les handicaps dans la prise en charge d'électrons libres, imprévisibles et susceptibles de mener la vie dure à tous les enseignants.
Il est tout juste titulaire de son poste, donc jeune enseignant, et il est certifié d'histoire-géographie et non PLP2, lettres-histoire, et surtout, il ne vient assurer que 2 heures par semaine dans l'établissement pour cette classe pour le moins difficile. Malgré ces circonstances atténuantes, il n'en reste pas moins que Sylvain subit régulièrement des affronts violents. Beaucoup d'élèves lui manquent de respect et il n'arrive que très rarement à les intéresser, du moins quand il leur fait cours en classe entière. Nous émettons l'hypothèse que les raisons évoquées ci-dessus n'expliquent donc que partiellement sa fragilisation. La première piste qui s'est dégagée dans l'exploration de nos données tourne autour de la représentation du métier par Sylvain, qualifié d'ailleurs de boulot. Conception somme toute assez figée et de type transmissive, il apparaît assez clairement que ce jeune enseignant n'a pas encore assimilé qu'il fallait, comme le dit Jean-Yves Rochex, mettre le travail de l'élève au centre des apprentissages. Quand j'arrive ici, je suis en train de penser à, des fois je me fais même des papiers en me disant alors faut vraiment que je pense d'abord à faire ça, 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 en me disant voilà dans l'ordre, tu reparles de ça, tu distribues ce papier, tu reparles de ça, donc ça, ça me fait gamberger quoi. Mal préparé et vraisemblablement mal conseillé, notamment par ses collègues, Sylvain s'est dès le départ fourvoyé, en voulant, quand même le dirent les élèves, faire son bonhomme. S'il y a bien un piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est bien celui de l'autoritarisme qui, quand bien même serait-il assumé, ce qui n'est pas le cas chez Sylvain, serait de toute façon contre-productif. L'extrait choisi de l'entretien montre bien que Sylvain en a très rapidement pris conscience, mais il était déjà trop tard. J'ai vu qu'il fallait vraiment fortement les cadrer. Donc du coup, j'ai essayé certaines choses pour les cadrer. Des fois, il a fallu que je hausse le ton, que voilà, je me mette physiquement devant eux pour cadrer les choses. Et le problème, c'est que pour eux, ça, c'est un affrontement viril, j'ai remarqué. Et donc, l'affrontement viril, je vais pas dire qu'ils cherchent que ça, mais quand tu vas à l'affrontement viril avec eux, c'est voilà, forcément, ça prend des proportions folles. Un petit mois après avoir déposé notre travail, nous avions organisé une sortie pédagogique à Besançon pour 3 classes, dont la première Bac Pro évoquée dans ce mémoire. Le matin du départ, seuls 2 élèves sur les 12 du groupe se sont présentés. Le lendemain, nous essayions, mes collègues et moi, de comprendre les raisons de cette désaffection. Comme en écho parfait à la réflexion de Bernard Charlot citée un peu auparavant, Marc s'écria. « Mais, monsieur, vous ne nous aviez pas dit que vous vouliez qu'on vienne avec vous ?» Je ne sais s'il est vraiment besoin de commenter, tant cette déclaration, à elle seule, illustre parfaitement mes propos. Le climat de défiance, ou au moins l'absence de confiance dans l'institution et ses représentants, montre à quel point il est nécessaire de conduire un travail de fond qui va bien au-delà des qualités pédagogiques ou de l'engagement de tel ou tel enseignant. Il s'agirait de monter un projet cohérent, bienveillant et exigeant, qui serait le résultat d'une réflexion d'équipe pour donner du sens aux apprentissages et permettrait aux élèves de reconnaître et accepter qu'un des buts de l'obligation scolaire, si l'on se réfère à la loi du 18 décembre 1998, est de contribuer à les métamorphoser en citoyens libres et responsables. Catherine Agulon, il y a plus de 20 ans, constatait que les professeurs d'enseignement général en lycée professionnel avaient des pratiques très différentes de leurs homologues certifiés. Il n'est pas certain que cette identité professionnelle ait survécu à la massification et aux changements sociaux qui ont affecté les structures et les personnels. Toujours est-il qu'au cœur de la formation professionnelle se jouent les questions essentielles de l'émancipation des élèves et de la formation citoyenne. À moins d'un bouleversement des valeurs et des missions, il faudrait peut-être réaffirmer ces dernières en insufflant les bonnes pratiques dans les équipes pédagogiques. Ce mémoire professionnel, outre qu'il m'a permis de prendre du recul sur ma propre pratique professionnelle, ouvre des perspectives de formation. Il me semble essentiel que les néo-titulaires puissent bénéficier d'un suivi, car c'est souvent dans les premières années de titularisation qu'ils rencontrent les vrais problèmes et sont à même de réfléchir à leur pratique. Je pense aussi aux nombreux contractuels, souvent plongés dans le grand bain sans y être spécialement préparés. La piste de l'analyse des pratiques professionnelles pourrait sans doute être généralisée à bon escient dans un cas comme dans l'autre. En attendant, je vous remercie pour votre écoute.